On va faire un détour par le Venezuela aussi ce matin, où il est un peu plus de 5 heures du matin actuellement, et où les habitants vont se réveiller avec un nouveau président. Enfin, nouveau pas vraiment d'ailleurs, puisqu'il s'agit de Nicolás Maduro, qui est donc réélu. Un score serré qu'on annonce de 51,2% des suffrages. Sauf que la nuit dernière, justement, a été un peu chaotique parce que chaque clan revendiquait la victoire. Désormais, en revanche, les autorités ont validé l'élection, et c'est donc Nicolás Maduro qu'on écoute. Je suis Nicolás Maduro Moros, le président réélu de la République bolivarienne du Venezuela. On continue d'en parler avec vous, Renaud Gérard, mais également avec Pascal Drouot. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes expert en géopolitique, chercheur associé auprès de l'Institut Choiseul et président de l'association France-Amérique latine. Alors, ce qui est troublant, c'est la réaction des Américains, qu'on va entendre aussi, parce que la réaction dit très clairement qu'il y a un problème au niveau dont la manière dont cette élection s'est tenue dans le pays. Écoutez. Nous avons pris connaissance de l'annonce faite il y a peu par la commission électorale vénézuélienne. Nous craignons sérieusement que le résultat annoncé ne reflète pas la volonté ou le vote du peuple vénézuélien. Il est essentiel que chaque vote soit compté de manière équitable et transparente, que les responsables des élections partagent immédiatement les informations avec l'opposition et les observateurs indépendants, et que les autorités électorales publient le décompte détaillé des votes. La communauté internationale suit la situation de très près et réagira en conséquence. On est également en direct avec Thomas Posado, maître de conférence à l'université de Rouen, auteur de Venezuela, de la révolution à l'effondrement. Bonjour à vous, merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Est-ce que selon vous, la question est assez claire dès le début, est-ce que cette élection a été truquée? Est-ce qu'on a masqué les résultats à un moment? On n'a pas de preuves pour affirmer cela pour l'instant. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que ces résultats sont surprenants au vu de la dynamique de campagne, au vu des sondages, au vu des sondages sortis des urnes et au vu des premiers résultats locaux. Ce qui est demandé, c'est effectivement d'avoir des résultats bureau de vote par bureau de vote qui sont assez faciles à obtenir au Venezuela, vu qu'il s'agit d'un vote électronique et qui pourrait être en ligne sur le site de l'institution électorale vénézuélienne si ces résultats sont véridiques. Parce que là, si fraude il y a, elle se verrait assez facilement par la publication de ces résultats détaillés. Justement, Pascal Drouot, écoutons ce que dit l'opposition qui aujourd'hui, elle aussi, revendique la victoire. Elle dit même la victoire, non seulement est de notre côté, mais elle est large. Écoutez. Nous disposons actuellement de plus de 40% des feuilles d'émargement. Soyons clairs, nous avons 100% des feuilles de pointage envoyées par le Conseil national électoral. Je ne sais pas d'où vient le reste. Nous avons toutes les feuilles de pointage qui ont été transmises et selon ces informations, Edmundo González Urrutia a obtenu 70% des voix lors de cette élection et Nicolás Maduro a obtenu 30% des voix. Et c'est ça la vérité. Pascal Drouot, difficile de savoir évidemment qui dit vrai dans cette histoire, mais est-ce qu'il est vrai déjà que le scrutin s'est tenu de manière absolument correcte ? Écoutez, si l'on s'en tient à l'interdiction de nombreux observateurs, je pense notamment à des chefs d'État, d'anciens chefs d'État latino-américains, Vicente Fox pour le Mexique, Marta Lucía Ramirez pour la Colombie, Jorge Quiroga pour la Bolivie, qui ont été empêchés de se rendre aux élections. Si je m'en tiens aux premières déclarations de l'Europe et sur la base de ce que dit notamment le secrétaire d'État Anthony Blinken, on peut évidemment avoir des doutes sur le déroulé des élections. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu des accords de la Barbade, qui avait été signé en octobre 2023 entre le gouvernement et l'opposition, visant à établir justement un cadre transparent, libre de ces élections. Et on voit bien que des intimidations contre Maria Corina Machado, que vous avez vu, qui a été empêchée de se présenter, qui est vraiment une figure de premier plan au Venezuela et qui a donc permis à Edmundo López Urrutia d'être candidat avec le soutien de cette opposition. Et on voit bien que, et la sortie des urnes hier indiquait un écart
écart très grand avec Nicolás Maduro, qui est au pouvoir depuis 2013, eh bien on peut en effet avoir des doutes sur le déroulé de ces élections, qui s'inscrivent en plus au terme d'un mandat, le second mandat de Nicolás Maduro, qui n'a été qu'une succession de crises. Oui, mais l'autorité compétente dans le pays, elle dit aujourd'hui non, le score c'est bien 51,2 pour Nicolás Maduro. Est-ce que cette autorité est du coup, j'allais dire, à la solde du président actuel? C'est pour ça que ça ne fonctionne pas? Le piège s'est refermé. Nicolás Maduro, hier, a déclaré qu'il reconnaîtrait, selon les institutions officielles, les résultats. Et c'est ce qui vient de se passer. La Commission nationale électorale, conduite par un proche, le président Amoroso, de Nicolás Maduro, a déclaré officiellement les résultats. Le débat sur le plan structurel, étatique, institutionnel est clos. Pas du tout sur le plan politique. Et c'est bien ça, aujourd'hui, qui est en train de se passer. Je ne crois pas que l'on ait beaucoup dormi, justement, à Caracas cette nuit. Je crois qu'il y a eu... ça a été une nuit extrêmement agitée. Pourquoi ? Parce que, désormais, le bras de fer politique, avec des implications géopolitiques, est engagé. Politique entre une opposition qui, enfin, arrive à s'unifier, à s'unir. Je dis enfin, parce que tout au long de ces dernières années, c'était là aussi des divisions et un manque d'appui auprès notamment de Guaido, qui s'était déclaré en 2019 président contre Nicolás Maduro. Et sur le plan géopolitique, vous avez vu la déclaration de la Russie, on peut aussi voir les déclarations de la Chine. Pourquoi ? Le Venezuela, c'est pas n'importe quel pays en Amérique latine. C'est un pays de près d'1 million de kilomètres carrés, 912 000 kilomètres. Ce sont les premières réserves en pétrole, 300 milliards de barils. C'est un pays qui a engagé des relations très fortes depuis l'époque d'Hugo Chavez avec l'Iran. Avec la Russie. Donc avec tout ce front qui pousse l'idée du Sud global dont le Venezuela se veut le leader en Amérique latine. Parce qu'effectivement, pour aller jusqu'au bout de votre propos, il y a Vladimir Poutine, c'est vrai, qui ce matin a félicité Nicolás Maduro pour sa victoire. De l'autre côté, Renaud Girard, on a aussi d'autres sons de cloche, notamment en Amérique latine, puisqu'on a le Costa Rica qui, je cite, rejette l'annonce de la victoire frauduleuse de Maduro, et le président chilien qui dit que cette victoire est difficile à croire. Et il y a aussi la Colombie qui demande le décompte total des votes au Venezuela. On sent bien que les pays concernés qui connaissent un petit peu son voisin, eux, s'inquiètent de ce qui s'est passé là. Tout à fait. Alors c'est très important ce que vous avez dit, parce que Gabriel Boric, le leader du Chili, qui a été élu dans une élection démocratique, c'est un leader de gauche. Hein, il n'est pas pinochetiste, c'est un leader de gauche. Et que ce leader de gauche exprime des doutes sur la véracité et la transparence des résultats, c'est quand même très important. Il a toujours été à gauche, Gabriel Boric. Donc, moi, j'ai aussi des doutes parce que il y avait des sondages, si vous voulez. Il y a eu des sondages qui ont été publiés avant cette élection. Et qui disaient quoi, d'ailleurs ? Les sondages donnaient une large victoire pour l'opposition. Tout d'un coup, nous avons vu en Occident que quand même, alors il y avait parfois des différences, mais c'est pas des immenses différences. Ouais. En Angleterre, on savait bien, les sondages le prédisaient, que le Parti travailliste allait gagner. Alors on ne savait pas exactement l'ampleur de la victoire du Parti travailliste, mais on le savait très bien, si vous voulez. On savait très bien en France, avant les élections législatives, que le Rassemblement national ferait un très bon score. Alors, on savait pas. Mais personne n'avait vu venir la gauche, par contre, au deuxième tour. Parfait, venir la gauche, puisqu'il y a eu les désistements. Mais toutes les gauches en France ne représentent électoralement, je dis bien toutes les gauches en France, ne représentent électoralement que 27% des voix. Toutes les droites représentant 47%, le reste, le centre. Mais effectivement, personne n'avait prévu les désistements et le fonctionnement des désistements pour les élections françaises. Mais il y a quand même des sondages sur le nombre de voix. Et là, on a été extrêmement surpris. C'est un peu un drame que ces bolivariens, ces révolutionnaires qui ont complètement échoué dans la gestion de leur pays, n'arrivent pas à redonner le pouvoir parce qu'ils ont une clientèle très forte qu'ils financent grâce à l'argent du pétrole. Pourquoi je vous dis que c'est un drame ? Parce que plus je parle sous le contrôle de mon ami Pascal, mais c'est un pays qui fait autour de 20 millions d'habitants et 7 millions
d'habitants ont déjà choisi la route de l'exil. C'est considérable, si vous voulez. Et c'était, vous savez, le Venezuela, c'était le pays le plus riche de l'Amérique latine. C'était extraordinaire dans les années 60. Et aujourd'hui, ça va devenir le pays le plus pauvre. Tout ça à cause d'une gestion révolutionnaire totalement, il faut le dire, prédatrice et foutraque, il faut le dire. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de doutes sur cette élection. Un qui n'en a pas, c'est évidemment Nicolás Maduro, qui a déjà considéré comme victoire comme acquise et qui songe désormais à l'après. Il y aura la paix, la stabilité et la justice après ce 28 juillet et ça commence aujourd'hui. Thomas Posado, on a aussi besoin de comprendre face à lui de quel type d'opposition on a en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce fameux Edmundo González, qu'est-ce qu'il défend, quelles sont ses idées et surtout pourquoi est-ce que aujourd'hui il continue à s'accrocher à ce résultat qu'il considère évidemment comme nul et non avenu. Qu'est-ce qu'il défend ? C'était pas le premier choix de l'opposition vénézuélienne. On mentionnait María Corina Machado qui a gagné la primaire en octobre. Il y a eu une deuxième candidate qui a été invalidée par les institutions électorales sans donner de raison. Edmundo González n'était qu'un troisième choix et c'est une personnalité relativement inconnue des Vénézuéliens, ce qui lui a permis de faire le consensus au sein d'une opposition libérale qui est assez hétérogène, alors qui est libérale d'un point de vue économique et qui là était portée par l'une de ses dirigeantes les plus radicales, María Corina Machado, qui s'est fait remarquer pour son intransigeance à refuser des négociations avec Nicolás Maduro et qui a gagné en popularité par cette intransigeance à l'égard de Nicolás Maduro. Et qui est devenue la figure de proue de l'opposition vénézuélienne et qui a fait la campagne d'Edmundo González pendant toute cette présidentielle. María Corina Machado, elle était en marge des appareils politiques de l'opposition traditionnelle. Elle a une sympathie pour Javier Milei, le président argentin. Donc, ce n'est pas la fraction de l'opposition la plus disposée à négocier avec Nicolás Maduro, au contraire. Et c'est une fraction de l'opposition qui s'est convertie à la voie électorale de manière extrêmement récente. María Corina Machado, elle appelait au boycott des scrutins électoraux jusqu'à une date récente. Et là, en voyant l'impopularité du gouvernement Maduro, elle a pensé que malgré leurs obstacles institutionnels, elle pourrait gagner malgré tout dans ce scrutin. Après, voilà, les incertitudes sur ces résultats et sur les recomptes et sur les besoins d'avoir une transparence sur ces résultats demeurent. Mais cette opposition, c'est une opposition qui est libérale d'un point de vue économique, même si Maduro se convertit au libéralisme économique face à des difficultés économiques majeures. Et surtout, il y a un grand clivage international, là où Nicolás Maduro se rapprocherait des BRICS. Il est fort probable que le Venezuela rentre dans les BRICS si cette réélection est confirmée. Un gouvernement d'Edmundo González rapprocherait le Venezuela de l'ère occidentale. Un autre aspect qui me semble important à préciser, c'est que de toute façon, l'Assemblée législative reste à 90% aux mains de partisans de Nicolás Maduro. Oui. Donc, même si alternance il y a, l'équilibre des pouvoirs et la transition serait un processus assez long avec forcément une négociation assez forte, même si Edmundo González serait déclaré vainqueur, ce qui semble assez improbable à cette heure. On va aussi s'intéresser à Nicolás Maduro parce que Pascal Drouot, justement, lui, qu'est-ce qu'il a défendu ? On dit souvent que c'est l'héritier d'Hugo Chavez. Est-ce qu'il est encore populaire dans le pays ? C'est la grande question. En tout cas, Nicolás Maduro, il est au pouvoir depuis 2013. Il est en effet, comme vous le rappelez, le successeur d'Hugo Chavez. Il a, depuis 11 ans, installé, consolidé le régime au milieu de difficultés. Renaud Girard rappelait parfaitement que le Venezuela, c'est une puissance économique, ça devrait être l'Eldorado en Amérique latine. Et il se retrouve avec des difficultés économiques monstrueuses. Il y a quelques années, on était à 1 million d'inflation. Aujourd'hui, l'inflation est ramenée en dessous de 100. Pourquoi ? Parce que le cours du pétrole a augmenté et que malheureusement, le régime en place n'a pas su diversifier l'économie, moins dépendre du pétrole. 90% de l'économie vénézuélienne dépend des ressources du pétrole. Il faut entretenir les structures, ce qui n'est plus le cas.
Je le vois bien quand je vais sur place sur des structures notamment de mobilité. Donc il y a véritablement cette difficulté structurelle et bien évidemment la mise en place d'un clientélisme. Et c'est là où le clientélisme a joué très fort par des programmes sociaux, d'ailleurs qui sont eux-mêmes en difficulté et qui donc sont choisis en fonction d'une couche de population qui est une couche militante et disciplinée, qui a été votée, qui est organisée. C'est bien ça que l'on a vu encore une fois hier, ceci étant, avec de véritables points d'interrogation. Un, les migrants. Renaud a parfaitement raison de rappeler que ce sont des millions de Vénézuéliens, des millions sur une population de 28, qui ont quitté le pays, qui ont été notamment en Colombie. Vous savez, la Colombie, le Venezuela, c'est un peu la relation France-Allemagne. Elle est incontournable. Ce sont 2 millions de Vénézuéliens qui ont été en Colombie, qui ont descendu au Chili, d'où la réaction de Gabriel Boric. Et en effet, que ce leader jeune, issu de mouvements syndicalistes, émette autant de doutes sur l'élection de Nicolás Maduro, c'est quelque chose de très fort, de très puissant, comme d'ailleurs la Colombie, qui est la voisine et qui est dirigée par Gustavo Petro, qui vient lui-même de mouvements de guérilla, le M19 des années 80 en Colombie. Bref, nous sommes à la veille, en fait, d'un rapport de force qui peut être à nouveau violent, comme en 2019, et qui va encore une fois rendre difficile la situation du Venezuela.